Professeur Odile Launay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes infectiologue. Vous êtes membre du comité vaccin Covid-19, coordinatrice du centre de vaccinologie Cochin-Pasteur. Nous avons besoin de savoir, nous avons besoin de comprendre avec cette épidémie et de faire le point sur l'épidémie, sur les vaccins. Faut-il par exemple changer de stratégie vaccinale avec l'apparition des variants? C'est l'une des questions que je vous poserai. Vous êtes infectiologue. Odile Launay. Le gouvernement, le président de la République, refuse tout confinement, privilégiant des solutions locales. Est-ce une bonne stratégie ? Alors c'est une stratégie qui vaut le coup d'être essayée. C'est-à-dire qu'on voit très bien aujourd'hui que le virus ne circule pas avec la même intensité dans toutes les régions de France. Et comme on l'avait vu à la première vague, la région Est, les régions Est sont beaucoup plus touchées que les régions Ouest. Probablement pour des raisons de climat, d'hygrométrie, mais aussi de densité de population. Donc est-ce qu'il est nécessaire de confiner de façon très importante toute la France, alors que finalement ce qu'on souhaite, c'est préserver les régions où le virus circule le plus? Bien, il y a débat effectivement autour de ce confinement local. Il y a débat à Paris, par exemple, la maire a proposé un confinement de 3 semaines. Elle a proposé ça jeudi, puis dès le vendredi, elle s'est rétractée. Un confinement strict pendant une période donnée, je sais pas, 3 semaines, 1 mois. Est-ce que ce confinement serait efficace? Oui ou non? Un tel confinement serait-il efficace? Alors, efficace, oui. Mais efficace pour jusqu'à quel niveau? Si c'est zéro Covid, ce que prônent beaucoup de personnes aujourd'hui, on a l'expérience de mars de l'année dernière. Il a fallu beaucoup plus de 3 semaines pour réussir à faire diminuer la circulation. Donc 3 semaines, ça ne sert à rien. 3 semaines, c'est pas que ça sert à rien, ça fera baisser, bien sûr. Mais ça permettra sûrement pas d'avoir le zéro Covid qu'on espère obtenir. Donc la solution, ce sont les confinements locaux, où on fait des mesures plus restrictives localement, si je comprends bien, professeur. Ce sont les mesures qui permettent de limiter au maximum. On voit bien aujourd'hui que ce qui est extrêmement difficile, c'est d'empêcher les gens de se retrouver. On a tous vu les photos du week-end avec des jeunes partout, sur l'esplanade des Invalides, sur les quais de Seine, Canal Saint-Martin. Donc là, on sait très bien que c'est les situations idéales pour les échanges de virus. Donc ça, il faut qu'on arrête absolument. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas actuellement continuer à avoir ce type de... Mais professeur, je me mets à la place de ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Je suis tout à fait d'accord. Finalement, il n'y a aucune bonne solution, quoi. Finalement, on ne sait pas réellement... J'ai l'impression qu'on ne sait pas réellement ce qu'il faut faire, professeur Launay. Mais si, ce qu'il faut faire, c'est éviter la circulation du virus. Ça veut dire éviter que les gens rencontrent dans la même journée 10, 15, 30, 40 personnes. Parce vous ne pouvez pas enfermer les gens chez eux. Non, mais on peut quand même leur faire prendre conscience du fait que beaucoup de personnes sont asymptomatiques. Donc s'ils sont à proximité de quelqu'un qui est asymptomatique mais qui excrète le virus, plus ils vont multiplier les contacts et plus le risque qu'ils soient eux-mêmes infectés va augmenter. Donc ça veut dire... On ne peut pas arrêter de vivre, évidemment, mais il faut mettre le masque. Le masque, ça a montré quand même ça marche. Tout ce qu'on a vu dans les photos du week-end, les gens ne mettent pas de masque. Oui, ils ne mettent pas de masque, mais sortent parce qu'il faisait bon. Oui, bien sûr. Et on les comprend. On ne peut pas empêcher les gens de sortir, mais sortons avec un masque. Oui, mais couvre-feu à 18h. Franchement, je ne sais pas, enfin bon, est-ce que c'est... Je ne sais pas, je me mets à la place de régions, de départements, la Bretagne ou autres, vous le disiez tout à l'heure, où le virus circule moins. Est-ce qu'il faut garder les mêmes restrictions sanitaires dans ces départements que dans les autres? On voit bien que ça fait débat. Hein, le maire de Bordeaux a proposé que le confinement dans sa ville puisse ne se mettre en place qu'à 20h. On sait que nos amis espagnols ne mettent le confinement qu'à 22h. Oui. Aujourd'hui, personne n'a la solution. On est dans une situation où personne ne sait. Donc peut-être qu'on peut adapter, c'est d'ailleurs ce qui est en train d'être mis en place, adapter les mesures à la circulation du virus. Mais est-ce que c'est ça la bonne solution? On ne sait pas réellement ce qu'il faut faire. Non, parce que personne aujourd'hui sait. Alors on a les modélisations, mais les modèles ne disent que ce qu'ils peuvent dire, c'est-à-dire qu'on peut mettre dans les modèles un certain nombre de données. La solution la plus efficace, on l'a vu en mars, c'est confiner tout le pays pendant une certaine durée qui est assez longue. Aujourd'hui, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est envisageable? Impossible, je ne sais pas, mais d'autres pays l'ont fait. Mais quand on regarde franchement ce qui se passe, par exemple en Angleterre, le confinement n'est pas si bien respecté que ça. Oui, professeur Launay, vous étiez avec nous le 21 février. Voilà ce que vous disiez. Si malgré le couvre-feu, on continue à avoir une augmentation du nombre de cas, alors on va très probablement devoir repasser par le confinement.
c'est ce que vous disiez. Oui, bien sûr. Et le nombre de cas progresse. Et les prévisionnistes de l'Institut Pasteur, que vous connaissez bien, notamment, prévoient une flambée épidémique pour la mi-mars. Dans 15 jours, est-ce que vous la voyez venir, cette flambée Alors pour l'instant, épidémique? on n'est pas sur une ligne exponentielle. Ça augmente très certainement. Hein. On est passé de 2400 à 3500 personnes en réanimation, mais on n'est pas aux 7000 personnes en réanimation qu'on a vues l'année dernière. Mais ça augmente très clairement. C'est pour ça qu'on va être très probablement obligé de reprendre des mesures. Le gouvernement va devoir prendre des mesures plus intenses dans les départements les plus visés et les plus strictes. Voilà, plus strictes. Ouais. Des mesures plus strictes dans les départements les plus touchés par le virus. Les variants, évidemment, changent tout. Est-ce que l'épidémie est devenue indéchiffrable, imprévisible à cause de tous ces variants? Alors, imprévisible, elle l'a toujours été. Aujourd'hui, c'est vrai que personne ne sait. Ces variants, le variant anglais, on le connaît maintenant assez bien. Il a un risque de transmissibilité qui est de 30 à 50% plus élevé, ce qui explique que malgré les mesures actuelles, on a une augmentation du nombre de personnes hospitalisées et du nombre de cas. Le variant sud-africain, le variant brésilien, heureusement, il est en beaucoup plus faible proportion. On a encore moins d'informations sur ce variant. Mais on est très inquiet par ces variants et on est inquiet, on va y venir, je pense, sur la sensibilité du virus sud-africain à l'immunité induite par la vaccination. C'est aussi ça qui nous inquiète. On va parler de la vaccination. Parlons-en tout de suite. Vous êtes inquiet? C'est-à-dire? Vous êtes inquiète, professeur Launay? C'est-à-dire que ces vaccins visent en fait une partie du virus qu'on appelle la protéine spike. C'est quoi la protéine spike? C'est une protéine d'enveloppe du virus qui lui sert en fait à se fixer sur les cellules de notre arbre respiratoire et à infecter nos propres cellules. Donc les vaccins ont été mis au point pour induire des anticorps. Donc notre propre organisme induit des anticorps contre cette protéine spike. Si les mutations du virus touchent cette partie du virus, cette protéine spike, le risque, c'est que les anticorps soient moins efficaces, voire pas efficaces. Donc les vaccins, pas efficaces. Qu'est-ce qu'on sait avec ces vaccins? Pour l'instant, c'est que sur le variant anglais, en tous les cas, les mutations qui touchent cette fameuse protéine spike n'ont qu'un effet très modeste sur l'efficacité du vaccin. C'est pas le cas, par contre, pour les variants sud-africains, où là, c'est un impact plus important et pour lequel on est plus inquiet. Alors, c'est pas non plus un drame, parce qu'en fait... Inquiet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vaccin va être moins efficace. On a des vaccins aujourd'hui... C'est-à-dire que nos vaccins actuels, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, moins efficaces sur le variant sud-africain. Moins efficaces sur ce vaccin, ça a été montré, mais reste efficace. Donc on a des vaccins qui partent d'un niveau d'efficacité très élevé, 95%, ce qui est vraiment exceptionnellement élevé pour un vaccin, surtout pour des gens âgés. Ça a été confirmé dans les essais, ça a été confirmé dans les pays qui vaccinent beaucoup. On a maintenant des données en vraie vie, comme on dit, en vie réelle, en Israël, où ils ont un impact majeur sur l'efficacité, sur l'incidence de la maladie chez les gens vaccinés. Ça montre que ça marche très bien. C'est vrai aussi en Écosse, qui ont publié leurs données. Donc, on a un vaccin qui marche très bien. Les premières données qu'on a sur le variant sud-africain montrent que ces vaccins marchent, mais marchent moins bien, plutôt aux alentours de 50 à 60%, alors que vous l'avez vu, on est à 95% pour les autres vaccins. Donc ça marche un peu moins bien, et on va avoir, et les industriels ont commencé déjà à travailler, sur de nouveaux vaccins qui visent justement à être plus efficace sur ces nouveaux variants. La poussée des variants, la multiplicité des variants change, si j'ai bien compris, la stratégie vaccinale. Est-ce que ça va changer la stratégie vaccinale? Ça va changer les vaccins qui vont être adaptés pour c'est-à-dire qu'on va avoir peut-être efficace. Besoin de 3 ou 4 doses, peut-être. Ça veut dire des rappels. Déjà, ça veut dire que pour l'instant, on ne sait pas combien de temps dure la protection conférée par ces vaccins. Est-ce que ça va être 6 mois? Est-ce que ça va être 1 an? Peut-être que chez certaines personnes, ça va être plus long que chez d'autres. Chez les gens plus âgés, chez les immunodéprimés, il faudra probablement des rappels plus rapprochés. Et puis ces rappels, peut-être qu'il faudra les faire pour être adaptés sur ces nouveaux variants avec ces nouveaux vaccins dont le développement a déjà démarré. Oui, aujourd'hui en France, on a choisi une stratégie vaccinale claire. Les vaccins sont inoculés aux personnes les plus fragiles, les plus malades. Est-ce toujours la bonne stratégie? Parce que est-ce toujours la bonne stratégie avec les variants? La France a choisi, compte tenu d'un nombre de doses
Limité. Très limité, on peut le dire. Oui. L'Europe a un nombre de... C'est pas que la France, c'est l'Europe en général. On a un nombre de doses qui ne permet pas de vacciner... C'est toujours incompréhensible pour beaucoup de personnes. Franchement. Malheureusement, c'est comme ça. On voit que nos voisins anglais ont vacciné beaucoup plus largement. Les Israéliens ils ne sont pas seuls. Voilà. Bon. L'Europe, pour l'instant, a un nombre de doses faible. Donc, il faut bien utiliser au mieux ce nombre de doses. Qu'est-ce qui a été proposé? Il a été proposé de réserver ces doses aux gens qui ont le plus de risques de faire une forme grave et d'être hospitalisés. Quels sont-ils? Les gens âgés. Oui. Et on a commencé par vacciner dans les EHPAD et dans les longs séjours. Et on commence à avoir un effet de cette vaccination dans ces situations-là, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle, avec moins de cas, moins de clusters, donc ça c'est vraiment très bien. Et ensuite, de vacciner les plus de 75 ans, puis les gens les plus à risque. Et c'est une très bonne stratégie. Ce qu'on veut avant tout, pour l'instant, c'est protéger ces personnes-là. Dès qu'on va avoir plus de doses, ce qui va être le cas en mars et surtout en avril, on va pouvoir vacciner plus largement. Oui, Odile Launay, je comprends très bien, mais tout à l'heure, on parlait des restrictions sanitaires, on se disait que dans les départements où le virus circule moins, on pouvait peut-être alléger certaines restrictions sanitaires. Mais on ferait, donc si j'ai bien compris, de la restriction en fonction de la situation locale. On pourrait faire la même chose avec les vaccins. On pourrait exactement faire... C'est déjà ce qui a été proposé, probablement à petite échelle, mais on pourrait envisager, effectivement... À plus grande échelle. D'appuyer la vaccination dans les régions où le vaccin pourquoi ne pas organiser une vaccination ciblée sur les départements, les régions, les métropoles où le virus circule beaucoup? Moi, je suis tout à fait en faveur de cette stratégie et ça a déjà un tout petit peu été démarré avec des vaccins, des doses supplémentaires pour la région sud-est. On en a parlé aussi pour Dunkerque. Il y a eu pour la Moselle, on a réservé le vaccin ARN qui marche plus sur le vaccin. Mais ça pourrait être fait de façon peut-être encore plus nette, encore plus claire, avec vraiment une stratégie qui permette, tant qu'on a peu de doses, et encore une fois en mars ça devrait aller un petit peu mieux, mais de focaliser cette vaccination sur ces régions les plus à risque. Moi je trouve que parce qu'elle est lente. Tout à fait juste. Est-ce que vous la trouvez lente, cette vaccination? Elle est lente, elle est liée au fait qu'on a peu de doses. Oui, d'accord, mais il va bien falloir trouver des raisons et des explications au fait qu'on a peu de doses. Oui. Alors on a peu de doses, ce qu'il faut savoir c'est qu'on va avoir beaucoup de vaccins AstraZeneca, que pour l'instant les Français sont assez réticents vis-à-vis de cette vaccination. Ils ne sont pas seuls. Vous avez vu absolument... En Allemagne, en Autriche, en Italie. Oui, mais là on a les données maintenant écossaises qui montrent que ce vaccin est très efficace sur les formes hospitalisées et que très probablement l'Allemagne a déjà annoncé qu'ils allaient revenir sur les réserves de leur utilisation chez les personnes de plus de 65 ans. La France, très probablement, va changer aussi ses recommandations et je crois qu'il faut, comme on a ces vaccins, les utiliser vraiment de façon la plus large possible. Il faut inoculer AstraZeneca aux plus de 65 ans. Il ne faut pas hésiter. Il faut utiliser ce vaccin. On a ce vaccin, il faut l'utiliser. Il ne faut pas le garder dans un placard, il faut l'utiliser. Les Écossais ont utilisé majoritairement chez les gens plus âgés le vaccin AstraZeneca. Et ils montrent dans leur première publication qu'ils ont une efficacité sur les hospitalisations de 95% dans cette population. Il ne faut pas s'en priver, c'est vraiment trop dommage. Donc très probablement les choses vont changer. Il faut le temps que l'HAS puisse examiner de façon précise ces données. J'espère que ça va être rapide. Et puis ensuite que le gouvernement va aller dans ce sens-là. On est toujours à la traîne. Franchement, aux États-Unis, Johnson & Johnson, l'autorisation est déjà donnée. L'Europe attend. On attend, on va voir. Ça va venir très vite. Quand la semaine. Très vite. Après, ça ne veut pas dire qu'on va avoir les vaccins. Ensuite, l'Europe, mais ensuite la France. Ensuite, non, c'est quasiment simultané. C'est quasiment simultané. Bon, mais il faut qu'on ait après les vaccins. Regardez AstraZeneca pour les plus de 65 ans. Il faut 15 jours à la Haute Autorité de Santé pour dire si c'est valable ou pas pour les plus de 65 ans. Vous êtes sévère. Je ne suis pas sévère. Ça fait pas 15 jours qu'on a ces données. Je ne suis pas sévère. Ça fait pas 15 jours. On a ces données depuis une semaine. Odile Launay, ça va venir. Il y a urgence. Est-ce que vous convenez avec moi qu'il y a urgence? On est d'accord, il y a urgence. À vacciner le maximum de personnes. On est tout à fait d'accord. La vaccination chez les médecins généralistes a démarré au milieu de la semaine dernière. Je pense que maintenant, il faut que ça s'intensifie. Il faut que les personnes, comme vous l'avez dit, à partir de 65 ans, qui pour l'instant n'ont pas accès du tout au vaccin, puissent être vaccinées et puissent être vaccinées avec le vaccin AstraZeneca et qu'on explique bien que ce vaccin est efficace sur les hospitalisations. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. Johnson & Johnson, par exemple. Le vaccin va être inoculé
très vite aux États-Unis, aux Américains, et nous, on va attendre encore un mois ou un mois et demi avant de l'utiliser. Oui, mais les Américains ont financé... C'est une seule dose, Johnson & Johnson. Les Américains ont financé à des hauteurs qui sont absolument pas comparables à ce qui a été financé en Europe, qui fait qu'ils ont en priorité des doses de vaccins. On l'a vu pour Pfizer, on l'a vu pour Moderna, ça va être le cas pour Johnson. Bon, voilà, on est soumis maintenant au fait qu'on a moins de vaccins. Donc utilisons par contre toutes les doses de vaccins qu'on a pour ne pas les garder dans un placard. Exactement. Et les utiliser à plus grande échelle. Et professeur Launay, on ne sait toujours pas si une personne vaccinée transmet le virus ou ne le transmet pas. Non, mais si, maintenant on a quand même beaucoup de données qui montrent que ce qu'on pensait sur un plan théorique se confirme, et en particulier il y a des données en Israël qui montrent que quand ils font des prélèvements à des gens qui ont été vaccinés, ils ont des quantités de virus qui sont beaucoup plus faibles dans les prélèvements nasopharyngés que chez ceux qui n'ont pas été vaccinés. Donc il y a une efficacité sur la transmission, c'est évident. D'où la possibilité de mettre en place un passeport vaccinal. C'est le grand débat, vaste débat. Oui, il y aura très probablement, on voit bien que c'est en train d'être de plus en plus discuté. Il faut, pour limiter la diffusion de ces virus, et en particulier d'un pays à un autre, il paraît, même si sur un plan conceptuel de liberté individuelle, les gens peuvent choisir de se faire vacciner ou pas de se faire vacciner. Par contre, ils n'ont pas le droit de mettre les autres en danger en allant dans un autre pays alors qu'ils ne sont pas vaccinés. Et c'est vrai aussi chez les soignants. Je pense que les soignants, aujourd'hui, doivent se faire vacciner. Non pas forcément parce qu'ils sont très à risque, je parle des soignants les plus jeunes, mais parce qu'on sait qu'ils peuvent, lors de leur activité professionnelle, d'une part se contaminer dans les situations de pause ou quand ils sont en contact avec les malades. On sait que maintenant il y a des mesures de précaution. Mais par contre, ils peuvent aussi transmettre le virus. Donc, certificat vaccinal, je ne sais pas, ou passe sanitaire, passe sanitaire, on parle de ça aujourd'hui. On parle de ça, c'est indispensable, professeur. Je ne sais pas ce si sera c'est indispensable, mais on voit bien... Pas aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes vaccinées, mais ce sera indispensable. Dès qu'on va avoir la possibilité de vacciner tout le monde, ça paraît logique que les pays n'aient pas envie que... s'ils ont réussi à faire limiter la circulation du virus, que le virus soit réintroduit par des gens qui auraient refusé de se faire vacciner. Et les tests salivaires ? Et les tests salivaires, pour entrer dans un restaurant. Certains proposent cela. Moi, je suis très pour les tests salivaires, en particulier dans les écoles. Dans les écoles, ça commence, là, voilà, aujourd'hui, une des questions est de savoir s'il faut laisser ouvertes les écoles. Certains pays ont choisi, au cours du confinement, de fermer les écoles. On voit bien les inconvénients que ça peut avoir, la fermeture des écoles. Donc, le test salivaire répété dans les écoles pour limiter au maximum les cas positifs dans les écoles, je suis vraiment très partisan de ça. Et ça marche ? Ils sont efficaces, ces tests ? Ils sont un tout petit peu moins sensibles que les prélèvements nasopharyngés, c'est-à-dire qu'on peut passer à côté de personnes positives, mais c'est beaucoup mieux que rien. Et donc, si on le fait de façon répétée, ça permettra de détecter la grande majorité des cas positifs et de limiter la transmission. Mais c'est une solution pour ouvrir les restaurants. Non, je dis ça parce que test salivaire avant d'entrer dans le restaurant, si vous n'êtes pas porteur du virus, vous entrez. Ça pourrait être une solution. Alors, peut-être pas tout de suite, à un moment où le virus circule de façon très importante. Je sais pas, moi, dans un théâtre ou dans un musée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas complètement exclure à relativement courte échéance pour réussir à reprendre une vie et à faire que ces professions ne soient pas complètement sinistrées. Professeur Launay, je voudrais terminer avec les traitements à base d'anticorps monoclonaux, autorisation accordée en France. Ce sont des traitements que l'on administrerait à qui ? À quel malade ? Alors, c'est des traitements pour l'instant qui sont en ce qu'on appelle ATU, autorisation temporaire d'utilisation, et qui ont montré leur efficacité quand on les administre à des stades très précoces, c'est-à-dire quelqu'un chez qui on vient de détecter un Covid. Pour lequel on sait qu'il a des facteurs de risque de faire un Covid sévère, on pourrait lui administrer ces anticorps qui auraient en fait presque comme les anticorps post-vaccinaux et très vite pourraient neutraliser le virus. L'inconvénient de ça, c'est que pour l'instant, c'est des anticorps monoclonaux isolés, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un anticorps monoclonal et qu'on sait que probablement pour être efficace, il faut avoir une combinaison d'anticorps monoclonaux. Parce qu'avec ces anticorps, le risque, c'est que le virus, finalement, il soit malin et il arrive à se modifier pour échapper avec un phénomène d'échappement et le risque c'est de sélectionner des variants qui seraient résistants à ces anticorps. Donc c'est une première approche, mais très vite on va avoir d'autres anticorps monoclonaux et on bientôt, dans les 2 semaines qui viennent et on les utilisera en combinaison pour éviter au maximum ce phénomène d'échappement. Administration à l'hôpital.
Administration, c'est intraveineux pendant 1 heure. Donc ça veut dire que c'est des gens ambulatoires qui sont pas à une forme avancée de la maladie, mais pour lesquels on sait qu'il peut y avoir un risque et chez qui on pourrait proposer, et on va proposer, puisque on a plusieurs milliers de doses, on va proposer cette administration, cette injection pour réduire au maximum le risque de faire une forme grave. Oui, c'est parallèle au vaccin, en quelque sorte. Le vaccin protège. Le vaccin, en fait, ça va être pour des gens... Ce traitement protège aussi, quoi. Ce traitement protège aussi, mais probablement de façon moins efficace que la vaccination. Donc c'est plus un traitement un petit peu je ne sais pas comment dire, d'appoint pour des gens pour lesquels potentiellement on sait que le vaccin ne marche pas. Et qui pourrait, si on l'administre très tôt, encore une fois, il faut qu'il soit administré le plus tôt possible, pourrait limiter le risque d'évolution vers une forme grave. C'est une des solutions. Il y a d'autres traitements aussi. C'est une des solutions, mais encore une fois, c'est une des solutions probablement en combinaison. C'est-à-dire que celui-ci, c'est Lilly, pour ne pas nommer le laboratoire. C'est fabriqué en France. Voilà, c'est fabriqué en France, mais tout seul, nous, on est assez réservé sur son utilisation à cause de ce risque potentiel de voir émerger. Il y a d'autres traitements qui vont apparaître. Pour l'instant, on est encore assez limité sur les traitements. Donc, on est vraiment beaucoup plus confiant sur les vaccins. Mais c'est toujours sur les comme traitements, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça avec les virus. Les virus, c'est extrêmement difficile à mettre au point, le traitement. Alors, une exception va être le VIH, où le VIH, on a depuis maintenant 40 ans, on n'a toujours pas de vaccin. Mais il a quand même fallu 15 ans pour avoir des traitements efficaces. Voilà. Donc, c'est pas le même virus, c'était pas les mêmes problématiques pour la mise au point d'un vaccin. Là, j'allais dire, on a de la chance. En moins d'1 an, on a un vaccin. On a un vaccin qui est efficace, même s'il va falloir probablement courir un petit peu après les variants, si on peut dire, ou mettre en place ce qu'on appelle des vaccins de 2e génération, c'est-à-dire qui pourraient être actifs sur différentes protéines du virus. Donc les recherches vont dans ce sens. Mais on a déjà un vaccin, et encore une fois, c'est une très bonne nouvelle. Les pays qui vaccinent ont un impact déjà sur l'incidence de la maladie. Donc c'est des nouvelles quand même qui sont plutôt réjouissantes, on va dire. Merci, professeur Odile Launay, d'être venu nous voir et d'avoir accepté de faire le point ce matin sur RMC BFM TV, 8h55.